Hello, bonjour, habari za mchana. Merci pour votre participation. Bienvenue à tous. Pour écouter, pour écouter, pour écouter notre webinaire en français, veuillez cliquer en bas de votre écran sur l'onglet Interpretation et sélectionner le drapeau français. Merci. Hello, everybody. My name is Paul Curry. I'm a senior officer with ICLEI's Urban Bonjour Systems. à toutes et à tous, je suis Paul Curé, je travaille chez ICLEI Africa. Je suis ravie de vous accueillir pour ce 4e webinaire dans le cadre de la campagne African City Food Month. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la manière dont les petites entreprises dirigées peuvent améliorer nos systèmes alimentaires locaux. Nous sommes ravis aujourd'hui d'être accompagnés de nos collègues de la FAO qui vont nous aider à faire la modération de ces webinaires. Avant de commencer, j'aimerais tout simplement commencer par les règles de ces webinaires. Ce webinaire sera enregistré. Donc, sachez que si vous participez à ce webinaire, eh bien, vous consentez à être enregistré. Nous espérons que vous allez pouvoir vous présenter dans l'espace de discussion, qui vous êtes, votre nom, ce que vous faites. N'hésitez pas à poser des questions au cours de ce webinaire afin que nous puissions les poser. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Avant de passer la parole à notre modérateur, je voulais voir qui est avec nous aujourd'hui. Donc, diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, il semblerait que, à nouveau, notre question préférée, c'est ce que vous avez mangé. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui aiment la pizza, le fromage, les fruits, foufou, les kale, la banane plantain, l'aubergine, le riz, le poisson, salade. Donc, on a vraiment beaucoup de gens qui ont des goûts très différents. Ils nous viennent de Ouagadougou, Johannesburg, Dakar, Kampala, Bamako, le Cap, Abidjan, Paris, Pretoria, Nairobi, Maputo, Antananarivo sont représentés, entre autres, ici. Bienvenue à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Alors, comme je l'ai dit, ce webinaire fait partie de la campagne African City Food Month. Voilà les thèmes sur lesquels nous avons travaillé et il s'agit cette semaine de la dernière. Aujourd'hui, nous explorons notamment les jeunes, les femmes, le business et l'innovation dans les systèmes alimentaires urbains. N'hésitez pas à nous faire des commentaires pour ce webinaire. Et vous pouvez notamment utiliser le hashtag African City Food Month. Merci à tous nos partenaires pour l'organisation de African City Food Month, notamment ICLEI, FAO et l'agenda alimentaire urbain, ainsi que RUAF. Les partenaires également sont le Pacte de politique alimentaire de Milan, Ricolto, African Center for Cities, WWF, le Farming Trust, Food Dialogues et la Fondation Ellen MacArthur. Sans plus attendre, je vais donner la parole à ma collègue Halka, qui travaille à la FAO, région pour du Sud. Elle va nous aider pour la présentation de ce webinaire. Bonjour et merci Paul et bienvenue à toutes et à tous. Comme Paul l'a dit, je m'appelle Barbara Halka, je suis agente d'agro-industrie dans la région de l'Afrique australe. Je travaille avec la FAO, je suis basée à Johannesburg. J'ai le plaisir également de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire. En particulier, nous aimerions comprendre comment les villes investissent et comment elles pourraient investir dans les systèmes alimentaires pour bénéficier à tous les citoyens des petites entreprises innovantes, notamment celles dirigées par des jeunes et des femmes, et comment elles peuvent améliorer les systèmes alimentaires locaux. Lorsque nous avons préparé le African City Food Month avec Éclair et d'autres partenaires, l'idée, c'était vraiment de mettre en évidence une discussion autour de différents sujets qui nous paraissent pertinents pour les villes d'Afrique. Nous avons commencé avec les problèmes de la résilience et de la nutrition, mais nous voulions également parler des opportunités qui vont au-delà de la Covid et de la sécurité alimentaire.
Donc, l'un des défis principaux auxquels l'Afrique est confrontée, je suis convaincue que vous êtes d'accord avec moi, c'est le chômage, en particulier pour les jeunes. Et bien entendu, ce qui va avec l'exode rural. Et donc, ce qui est problème, on va dire, d'importation de denrées alimentaires. Sachez que j'ai lu dans un article d'une étude de la FAO que l'agriculture moyenne dans les zones rurales en Afrique a plus de 100 ans. C'est incroyable de se dire que la plupart des aliments consommés par la majorité des Africains proviennent de ces agriculteurs. Donc la question est de savoir d'où viendront nos aliments dans 20 ans. On consomme énormément de l'extérieur du continent. Et c'est vraiment la question à laquelle nous voulons répondre aujourd'hui. Comment faire en sorte que l'on puisse convertir l'énorme potentiel que représentent les jeunes chômeurs urbains et urbains pour un avenir plus durable. La question est également de savoir comment les villes peuvent transformer le problème du chômage en opportunité. Quelles politiques et quels mécanismes de financement devront-elles mettre en place pour stimuler l'innovation et l'esprit d'entreprise dans les systèmes alimentaires résistants, résilients, sûrs et durables pour l'Afrique? Et quel soutien les villes doivent-elles apporter aux entreprises dirigées par des jeunes et des femmes pour atteindre cet objectif? Donc, participants, je vais m'arrêter ici. Aujourd'hui, nous avons 6 présentateurs avec nous qui viennent d'horizons tout à fait différents et très complémentaires. Donc, nous allons commencer directement avec notre premier orateur aujourd'hui. Donc, j'aimerais vous présenter mon collègue, Monsieur Onibon, une vraie source d'inspiration. Alain Onibon est titulaire d'un doctorat en sciences sociales et méthodologie des systèmes de l'Université de Paris et d'un master en sciences agricoles de l'Université nationale du Bénin, en coopération avec l'Université de aux Pays-Bas. Il a plus de 30 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de l'agriculture et du développement rural, couvrant des sujets variés tels que la gestion des ressources naturelles, le développement des chaînes de valeur des produits agricoles, le développement institutionnel et le renforcement des capacités. Et conseiller auprès du président du Bénin. Il a travaillé à la mise en place des mécanismes de coordination et de l'administration béninoise au niveau horizontal entre les ministères et vertical entre le gouvernement central et les gouvernements locaux. Il a également une vaste expérience de consultant indépendant. Il a travaillé notamment avec la Banque mondiale, la GIS, Danida, FAO. Il conseille dans de nombreux pays, notamment le Burkina Faso, le Cameroun, etc. Vous avez la parole. Bonjour, merci. Vous m'entendez? Oui, nous vous entendons très bien. Alors, j'aimerais présenter mes diapositives et donc partager mon écran avec vous. Vous n'avez pas besoin de partager votre écran puisque nous allons gérer les diapositives pour vous. Ah, c'est vous qui le faites pour moi? Oui? C'est bon, on voit les diapositives, donc allez-y. Très bien. Donc, bonjour à tous, bonjour. C'est un plaisir de me joindre à vous pour ce webinaire aujourd'hui. J'ai 10 minutes pour cette présentation. Donc, je vais me concentrer en particulier sur les politiques publiques et les spécialistes, les experts en politique publique. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous présenter comment les politiques publiques peuvent soutenir la création de systèmes alimentaires durables. Alors, quand on parle de système alimentaire, c'est un concept, et je vais vous l'expliquer tout d'abord. Qu'est-ce qu'on entend par système alimentaire? On entend quelque chose de très complexe, avec différents acteurs dans cette chaîne de valeur, des agriculteurs, les fournisseurs de biens et de services, les banques, les assurances, les transformateurs, les agrégateurs, les détaillants, les consommateurs, les grossistes et tous ces acteurs
créent des relations commerciales et elles ont des activités de commerce. Mais les systèmes alimentaires sont également basés sur les pratiques agricoles, les produits agricoles, des produits de la foresterie et de la pêche, mais également du bétail. Les systèmes alimentaires font partie d'un environnement naturel et sociétal et économique plus étendu. Donc, pour que ces systèmes alimentaires soient durables, ils doivent être durables économiquement parlant, donc viables sur le long terme, et ils doivent être également durables socialement parlant et économiquement parlant. Mince, je crois que le mot économique est 2 fois, il faudra que je vérifie. Pardon. Et l'une des leçons que l'on peut tirer et que l'on a tiré de la pandémie de la COVID-19 est que plus les systèmes alimentaires et plus les chaînes de valeur sont longues, et plus on transporte de la nourriture sur de longues distances, eh bien, plus il y a de possibilités qu'il y ait des obstacles sur la route et que ça ne se passe pas forcément de manière fluide. Et donc, il y a valeur et il faut promouvoir l'agriculture périurbaine et les chaînes de valeur locales afin que la production se fasse autour des grandes villes. Et toutes les valeurs sont devraient être organisées de manière à travailler de manière rapide de la production à l'endroit où la nourriture est transformée jusqu'au marché. Il faut réduire au maximum cette chaîne de valeur. C'est vraiment la leçon que nous tirons de la COVID-19. Nous devons impérativement nous pencher sur des circuits courts et des chaînes de valeur plus courtes, avec moins d'acteurs. Et que ces chaînes de valeur se trouvent autour des villes. Donc, il faut promouvoir, en ce sens, l'agriculture périurbaine. Je vais maintenant vous présenter la manière dont cela se mettre en place. J'ai choisi pour vous 7 instruments de politique pour améliorer les systèmes alimentaires urbains. Alors, bien entendu, il y a bien plus d'outils que ce que je vais présenter aujourd'hui. Simplement, je me suis dit que ces 7 instruments politiques étaient particulièrement critiques et je vais vous les détailler. Avant de commencer la présentation de ces politiques, j'aimerais simplement à nouveau dire ici que, un peu comme les dentistes ou les garagistes, les gouvernements peuvent atteindre leurs objectifs en matière de développement uniquement si ils ont développé, élaboré des instruments de politique adéquats. Donc, une politique, ce n'est pas une déclaration vague. Non, une politique, ça doit être un instrument politique clair qui fonctionne pour les citoyens. Donc, je vais vous montrer et je vais vous parler de certains de ces instruments. Tout d'abord, le premier, une planification de l'espace et une politique en matière d'infrastructures de production. Autour de nos villes, nous le savons, l'urbanisation empiète sur les terres. Donc, si on n'a pas une vraie politique de planification dédiée pour sécuriser les terres agricoles autour des grandes villes, eh bien, et pour s'assurer qu'elles sont réservées, dédiées à cette agriculture, eh bien, ça ne fonctionne pas. Il faut que les produits de base, tels que la volaille, les champignons, les légumes, il faut qu'ils soient produits pour les villes. Ces terres doivent être protégées de l'expansion des villes. Et il y a besoin d'infrastructures de production sur l'irrigation, avec des serres,
avec d'autres zones économiques dédiées, gérées par notamment le secteur privé. Les gouvernements peuvent également, au niveau local, au niveau central, s'assurer qu'il y ait des partenariats publics-privés et des arrangements financiers, mais j'en reparlerai plus tard dans ma présentation. Donc, voilà pour ce qui est des fermes autour des villes. Mais cette planification spéciale particulière doit également inclure l'infrastructure de distribution alimentaire au sein des villes. Donc, les épiceries, les marchés, parce que les villes croissent très rapide. Sans vraie planification, un peu tout ça, donc sans planification, les infrastructures de distribution alimentaire peuvent être oubliées. Or, il est essentiel de l'inclure dans la planification. Le deuxième outil que j'aimerais vous parler, c'est la nécessité d'éliminer le risque dans l'agriculture urbaine. Voilà la recommandation que je fais à ce sujet. Il faut que le gouvernement, à tout niveau, mette en place des infrastructures afin d'améliorer l'organisation de valeur, notamment pour les produits de base prioritaires. Et également, il faut des infrastructures pour que ce soit partagé, pour mieux assurer les agriculteurs et les entreprises de l'agro-industrie, promouvoir la science des agriculteurs et inciter les banques à prêter aux acteurs de la chaîne de valeur. Donc, il faut améliorer l'organisation de la chaîne de valeur alimentaire pour ces aliments prioritaires qui sont produits autour des villes. Nous devons partager le risque. Il faut offrir des garanties aux agriculteurs, les promouvoir. Alors, je ne vais pas dans le détail, mais vraiment, ça, normalement, ce sont des outils de politique qui sont connus, qui sont utilisés de manière efficace. Et il y a d'ailleurs de très bons exemples d'application de ces politiques. Le troisième outil, maintenant, il faut promouvoir les approches inclusives de manière intelligente. Alors, qu'est-ce que j'entends par approche inclusive? Je veux dire par là qu'il faut inclure les jeunes, les femmes, et de manière générale, les plus vulnérables au sein des chaînes de valeur. Ça, c'est essentiel. Sinon, je pense à la création d'emplois. Et pour ce faire, il faut des infrastructures pour que les ressources publiques s'emboîtent avec les financements des banques et vraiment offrir des bourses aux jeunes, aux femmes et aux plus vulnérables. Il est possible de faire des subventions, des intérêts subventionnés sur des prêts agricoles plutôt, et même offrir des formations aux gens qui ne sont pas forcément, qui ne connaissent pas forcément les différents emplois dans cette chaîne de valeur et donc ils ont besoin d'être formés. Nous avons besoin que le secteur privé mette en place une structure afin de former ces acteurs. Il faut des infrastructures d'inclusivité liées avec les mesures dont j'ai parlé un peu plus tôt. Puisque ces mesures pourront bénéficier de l'inclusion de ces personnes plus vulnérables. En ce faisant, donc ces mesures de risque, et en ce faisant, eh bien, on va améliorer l'inclusivité. Il faut impérativement que les jeunes, les femmes et les plus pauvres fassent partie de cette chaîne de valeur. Outil. Nos villes en Afrique n'ont pas ce que l'on appelle un centre alimentaire
C'est essentiel. À Pretoria, il y a des marchés, des centres alimentaires. Chaque ville doit se doter d'un grand centre alimentaire. Et ces centres alimentaires font office d'infrastructure alimentaire. La nourriture arrive souvent la nuit et elle est stockée. Et ensuite, le matin, le commerce commence et la nourriture produite quitte cet endroit, ce centre alimentaire, et elle est acheminée vers le marché et on peut commencer la vente vers 8 heures. Donc en général, c'est une grande infrastructure organisée, très pratique, qui respecte les mesures sanitaires et d'hygiène. Très pratique pour les entreprises. Et dans beaucoup de cas, ces centres alimentaires sont des entreprises et souvent, il s'agit d'une co-entreprise entre municipalités et des compagnies, des entreprises privées, mais également des associations agricoles. Et en particulier, ça peut être le gouvernement central qui peut faire partie de cette entreprise. Donc, ça peut être une sorte de partenariat public-privé. Ça, c'est essentiel parce que ces centres alimentaires structurent la chaîne de valeur puisqu'elles mettent en lien la production, les sous-systèmes de production avec les grossistes et les privés. Donc, ça, c'est quelque chose qui est essentiel. C'est un outil vraiment auquel réfléchir. Cela demande un investissement fait via des partenariats publics-privés et cela peut engendrer des mesures incitatives. Le cinquième outil, une politique de protection pour garantir que chacun et chacune a accès à l'alimentation. Nous savons, nous connaissons les politiques alimentaires d'école, en particulier dans les plus pauvres, mais dans certains pays, ces politiques alimentaires à l'école ne sont pas présentes. Parfois, les enfants, quand ils vont à l'école, ils n'ont pas forcément accès à tel ou tel aliment dans les écoles. Il faut impérativement s'assurer qu'il y a une politique alimentaire pour les plus vulnérables de l'école avec un système ciblé pour les gens dans le besoin, soit ceux qui en bénéficient. Il peut y avoir également une politique de transfert de cash grâce au téléphone portable ou bien la distribution en nature en cas de catastrophe naturelle. Il faut qu'il y ait une réponse rapide avec une distribution alimentaire. Dans le cas où ce serait nécessaire, il faut des sensibilisation alimentaire sur la nutrition. Il faut investir dans ce type de campagne. Et par ailleurs, les municipalités et les gouvernements provinciaux, etc., doivent impérativement mettre en œuvre des normes de qualité afin de protéger certains des éléments politiques qui peuvent être outil numéro 6, les politiques environnementales. Les acteurs de production, mais également de la transformation, les abattoirs, les centres doivent respecter des normes environnementales et il faut mettre en œuvre, appliquer la conformité et faire un suivi de la production, de l'état de l'environnement et des infrastructures commerciales. Par ailleurs, il est essentiel d'évaluer les systèmes alimentaires urbains. En particulier, il faut suivre les niveaux de malnutrition, mais également les paramètres de fourniture de nourriture. D'où vient la nourriture qui est consommée dans les villes, par exemple? Est-ce qu'elle vient toujours de très loin? Est-ce qu'elle est acheminée depuis très loin? Est-ce qu'elle vient du Brésil?
est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte que les jeunes produisent cette nourriture autour des villes plutôt que d'importer? Il faut également des paramètres liés à la qualité alimentaire. Il faut regarder également s'il y a des emplois qui sont dans les systèmes agricoles et la performance des chaînes de valeur. Et cet observatoire que doit créer doit informer la révision des instruments de politique. Si les choses ne se passent pas comme on le souhaitait, cela signifie que les politiques, les instruments politiques que l'on a mis en place ne sont pas les bons et donc il faut les mettre à jour. De nouveau, le message que j'aimerais vous faire, c'est que les gouvernements, que ce soit les gouvernements centraux, provinciaux, locaux, les municipalités, donc, ils n'atteindront des systèmes alimentaires durables que s'ils mettent en place les instruments de politique appropriés et qu'ils y consentent des efforts. Voilà la fin de ma présentation. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, merci. Effectivement, je crois que c'était très clair. Nous avons besoin d'améliorer la manière dont les systèmes sont mis en place et les systèmes alimentaires dans les villes. Quelles politiques doivent être mises en œuvre? Nous avons maintenant, ou plutôt nous aurons une discussion après les présentations, donc je vous en prie, chers collègues et chers participants, vous pourrez utiliser l'espace de discussion pendant le webinaire. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Vous pouvez également utiliser la section Q&A, questions et réponses en bas de Zoom pour poser des questions, faire des commentaires. Merci à nouveau. Merci Alain. Nous reviendrons vers vous probablement avec des questions à la fin de toutes les présentations. J'aimerais maintenant inviter notre deuxième non, il va parler de Arusha. Heureusement, notre collègue de la ville d'Arusha n'a pas pu se rendre aujourd'hui. Donc, c'est Paul qui va se charger de la présentation. Merci, Barbara. Merci de votre indulgence. Je vais effectivement parler au nom de Arusha parce que malheureusement, avec qui nous étions en contact n'a pas pu nous aujourd'hui. Nous avons vraiment tiré d'importantes leçons de l'échange entre Eglé et Arusha et Antananarivo. Donc, et Antananarivo, donc Tanzanie et Madagascar. Donc, nous avons beaucoup appris d'Arusha et du conseil municipal d'Arusha, qui, dans le cadre d'un programme national, fournit 10% de son revenu aux jeunes femmes et aux personnes en situation de handicap sous la forme de prêts. Donc, un fonds de développement de la jeunesse a été créé par le gouvernement national de Tanzanie dans les années 1990 afin de soutenir l'emploi des jeunes dans les systèmes alimentaires et dans les gouvernements locaux. Au début, malheureusement, ça n'était que une gestion de compétences qui ont été recadrées. Ils ont changé la structure pour inclure des crédits renouvelables, des prêts renouvelables. Il y a eu de nombreuses recherches qui ont été faites sur l'efficacité de ce programme et ça dépend des gouvernements locaux, mais Arusha a vraiment montré l'efficacité de ce programme. Donc, 285 jeunes, 170 femmes et 36 personnes en situation de handicap de 25 quartiers de Arusha ont été formés sur les compétences entrepreneuriales et sur les crédits. Donc, entre 2017 et 2019, 290 femmes se sont vues attribuer des 285 groupes de jeunes et groupes de personnes en situation de handicap.
Donc, plus de 1450 femmes et 1425 jeunes et 60 personnes en situation de handicap ont retrouvé un emploi dans différentes activités, différents secteurs tels que l'agriculture, la surveillance de bétail, restaurants, etc. Et donc, les défis auxquels ils ont été confrontés, c'est qu'il y avait des gens qui ont besoin de formation. Il y a certaines personnes qui ont dû être déplacées. Et donc, cela a posé des problèmes en matière de repaiement de prêts. Et malheureusement, il n'y avait pas assez de fonds pour faire ces prêts, ce qui montre bien la réussite que c'est de ce système. Arusha a dit que le système de prêt fonctionnait très bien. Et le taux de remboursement était très bon. Voilà 2 groupes là que vous voyez. À droite, vous avez des femmes qui s'occupent de chèvres. Et là, vous voyez que c'est vrai qu'il faut protéger. Et à droite, on a une femme qui sont dans une zone périurbaine et qui exploite. Et donc, il est essentiel dans la planification de prendre en compte l'espace d'agriculture autour des villes. Les politiques nationales, quand elles fonctionnent bien, peuvent être bien appliquées au niveau local et qu'il faut une bonne coopération entre les différents niveaux des gouvernements. Merci beaucoup, Paul. Malheureusement, c'est vraiment dommage que notre collègue La Rochelle n'ait pas pu se joindre à nous parce qu'ils font un travail formidable. Je crois que c'est typiquement ce que nous voulons présenter d'un point de vue des politiques. Et maintenant, nous allons donner la parole à 3 entrepreneurs. Nous allons commencer avec Nabou Dieng, qui est cofondatrice et gestionnaire de Maya à Bamako. Elle va nous partager sa propre expérience sur ce que c'est d'être entrepreneur jeune, une femme jeune au Mali. Elle travaille dans l'agro-industrie et dans le secteur de la consultance. Après, en école à la Sorbonne à Paris, un master en stratégie et marketing international à l'ESSEC. Elle est revenue au Mali en 2015 afin de contribuer au développement du pays. Elle a commencé à travailler chez USAID au début de sa carrière, mais très rapidement, elle a créé sa propre entreprise. Après être allée au Brésil, elle a vu l'impact de l'agro-industrie sur le développement des pays. Ce qui est intéressant sur Chinabou, c'est qu'elle a créé sa propre entreprise, elle a créé un cabinet de consultance avec une amie et qui a très rapidement trouvé des contrats de sous-traitance avec notamment Kantar TNS pour la réalisation d'études de marché au Mali. Elle est très reconnue pour son entrepreneuriat et ses engagements sociaux, notamment puisqu'elle a été lauréate du jeune entrepreneur francophone de l'OIF en 2019, Sadio Business au Mali, qui fait Oui, bonjour à tous. Merci pour m'associer à cette webinaire. Donc, je suis Seynabou Dieng. Comme l'a dit Barbara, je suis au Mali. J'aurai le plaisir de vous faire une présentation de Maya et des défis que nous avons au niveau de la consommation des produits locaux au Mali. Voilà. Vous partagez votre écran avec s'il vous plaît. OK. Donc, est-ce que vous pouvez voir la présentation? Oui, nous la voyons. D'accord. Nous sommes une entreprise malienne qui réalise des produits d'épicerie. Donc, nous avons commencé sur un problème qui est que
j'ai constaté à mon retour au Mali en 2015, après avoir passé 10 ans à l'étranger, qu'il y avait très peu de produits agroalimentaires purement locaux de qualité sur le marché local. Donc, je me suis retrouvée à consommer les mêmes produits que je consommais en Europe au Mali, et ça m'a semblé très, très paradoxal, raison pour laquelle j'ai voulu tester la production locale, notamment des épices. Donc, nous avons un problème. Le premier problème, c'est qu'au Mali, nous avons un gros problème de déchets pour les légumes. Donc, nous savons que 30% de la production de légumes est jetée, que l'industrie est incapable de les transformer, de les conserver ou de leur donner de la valeur. Nous avons également le monde rural, donc, qui est constitué de 75% de femmes qui se retrouvent sans revenus réguliers, ce qui impacte notamment la vie des enfants et des femmes. Et comme l'a dit tout à l'heure M. Alain, le chômage des jeunes est aussi un problème. Le troisième problème que moi j'ai eu à avoir avec les produits, c'est que je me suis rendu compte que les consommateurs africains consomment des produits qui ne sont pas développés pour le consommateur africain. Les produits que nous recevons, que ce soit d'Europe, Moyen-Orient ou d'Asie, sont des produits à défaut en fait, que nous utilisons, mais dont les goûts ne sont pas forcément des goûts de notre terroir. La société qu'on a mis en place, qui est Maya, est une société agroalimentaire qui non seulement a pour ambition de respecter les chaînes de valeur, mais aussi la tradition culinaire locale. Donc ça, c'est typiquement un panier de produits Maya. Donc c'est la diversité de tous les produits qu'on a eu à développer depuis notre création en 2017. Comment est-ce que nous avons trouvé une solution à cela? Nous avons noué des partenariats avec les organisations pour collecter les légumes. Nous avons trouvé un partenariat avec les organisations pour collecter les légumes, embaucher des jeunes femmes et des jeunes hommes pour les faire travailler. Donc, nous avons développé des sauces et des aides culinaires qui sont réalisées avec des épices locales et inspirées de la tradition culinaire et destinées surtout au marché africain. Et aujourd'hui, nous avons pu commercialiser ces produits, notamment au Sénégal, au Mali et au Burkina. Donc, vous voyez, notre gamme est composée de ces produits-là. Donc, nous travaillons beaucoup le piment en purée. Donc, nous avons la sauce piment au gingembre. Nous avons aussi la sauce piment à l'ail. Nous travaillons aussi de nouveaux produits tels que la chapelure, parce qu'aujourd'hui, le consommateur africain est ouvert à la consommation et à la cuisine du monde. Donc, nous réalisons des chapelures avec le goût local. Nous réalisons également des aides pâtissières telles que la pâte à crêpes qui est réalisée avec des céréales locales également. Nous réalisons des produits à base de miel, etc., etc. Donc, comment est-ce que l'entreprise a été créée? Nous avons été créés en 2017. Donc, à l'époque, je travaillais toujours dans une ONG pour le compte de l'USAID. Et comme je vous l'ai dit tantôt, j'ai eu du mal à trouver des produits qui me correspondaient. Donc, j'ai commencé à faire ces produits-là dans ma propre cuisine pour pouvoir montrer aux gens qu'on peut avoir des aides culinaires locales au lieu d'avoir toujours recours aux produits importés. Parce que le problème en Afrique de l'Ouest, je ne sais pas si c'est le cas chez vous, c'est qu'on a l'impression que ce sont les produits qui viennent d'ailleurs qui sont de qualité, tandis que les produits locaux sont des produits dérisoires. Donc, j'ai commencé à le faire avec, à l'époque, Maya, qui était ma cuisinière. Donc, nous nous sommes installés en unité de production en 2018. L'année 2019 a été pour nous l'année où nous avons pu lever des fonds pour notre passage à échelle. Et c'est qu'en 2020 qu'on a commencé à investir dans des équipements industriels pour pouvoir commencer la production à grande échelle. Donc ici, pourquoi la philosophie de Maya? C'est vraiment connecter le monde rural avec le monde urbain. L'Afrique de l'Ouest, comme je l'ai dit tantôt, a tendance à magnifier ce qui vient d'ailleurs, tandis que nos campagnes regorgent de choses magnifiques. Donc, je voulais faire une connexion entre la femme urbaine qui habite en zone urbaine et la femme rurale qui fait la production. Donc, c'est pour ça, c'est dans cette philosophie que Maya a été créée, pour réconcilier deux mondes qui ne peuvent pas avancer l'un sans l'autre. Ça, c'est la traction, donc le nombre de produits qu'on a eu à développer depuis notre création.
Donc, vous pouvez voir que le marché des produits locaux en Afrique, notamment au Mali, a beaucoup de potentiel. Donc, nous avons plus que doublé notre chiffre d'affaires. L'année 2019 a marqué pour nous une baisse de notre chiffre d'affaires parce que nous avons eu des problèmes de financement. Donc, nous avons dû concentrer notre activité à cela. Et c'est en 2019 d'ailleurs que j'ai un peu reculé dans la production et je me suis investie dans le conseil. Je n'avais pas au financement. Donc, j'étais obligée de faire une activité à côté pour investir dans ma propre société. Et donc, à la fin de l'année 2019, nous avons pu ouvrir notre capital à un fonds d'investissement, ce qui nous aide à avoir de bonnes perspectives pour 2020. Donc, nos marchés cibles pour Maya, c'est vraiment la femme africaine urbaine et appartenant à la classe moyenne parce qu'aujourd'hui, les produits que nous réalisons sont des produits de niche. Nous distribuons au Mali, au Burkina et au Sénégal, comme je l'ai dit tantôt. Donc, les canaux que nous utilisons, ce sont les supermarchés, les alimentations, les traiteurs et les plateformes de e-commerce. Avec le COVID-19, nous avons également commencé la vente directe aux consommateurs en livraison à domicile. Selon les analyses que nous avons pu faire, nous avons constaté que le marché des épices et des aides culinaires au Mali est un marché porteur, que ce soit au Mali ou dans l'espace CEDEAO. Donc, on voit qu'une femme africaine utilise 8 épices dans son repas, tandis qu'une, par exemple, on n'utilise que 2 en moyenne. Ce qui nous prouve que les épices sont un marché porteur. Et donc, nous voyons ici, c'est des chiffres qui sont en CFA, que si une société comme Maya est appuyée, on peut atteindre un chiffre d'affaires de 21 milliards si on arrive à vraiment produire de façon correcte et atteindre le marché de la CEDEAO. Donc, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes une société qui a 3 ans, mais qui en 3 ans a pu réaliser beaucoup de choses. Pour ça, nous nous sommes basés sur donc, une marque qui est assez forte, qui se veut locale et qui suscite la fierté des consommateurs. Nous avons également une forte capacité de création de produits, d'innovation et d'accès aux emballages de qualité. Au niveau des faiblesses que nous avons une difficulté à trouver un middle management efficace. Donc, les sociétés comme les nôtres ne peuvent pas offrir des salaires très importants aux employés. Donc, nous avons du mal à trouver des ressources qui veulent travailler dans des sociétés dans l'agrobusiness, ici au Mali. Nous avons aussi une faible notoriété au niveau, en dehors des réseaux sociaux, parce que la seule communication que nous faisons, c'est dans les réseaux sociaux. Nous avons aussi comme faiblesse un pouvoir de négociation faible face aux producteurs qui aujourd'hui ont l'habitude plus de travailler avec le marché qu'avec les industriels. En termes d'opportunités, nous avons une croissance de la classe moyenne en Afrique qui est très bénéfique pour des entreprises comme les nôtres. Et nous avons l'État et les partenaires techniques et financiers qui ont un intérêt pour l'agrobusiness, ce qui peut nous aider. Et bien entendu, nous nous appuyons beaucoup sur les nouvelles technologies pour atteindre les marchés à l'international. En termes de menaces, nous sommes sur un marché très peu régulé. Aujourd'hui, entrer dans l'agroalimentaire au Mali n'est pas très difficile. Toute société peut le faire. Le marché n'est pas très régulé. Nous avons une forte concurrence toujours des produits importés qui sont beaucoup plus concurrentiels que les nôtres. Comme vous pouvez le constater, nous sommes face à une crise économique, politique et sécuritaire aujourd'hui au Mali qui menace nos entreprises. Quelles sont les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui? Donc, c'est vraiment l'accès au financement. Nous avons eu accès au financement récemment, comme je l'ai dit, en 2019. Mais pour produire à grande échelle et faire des économies d'échelle, nous devons encore avoir la capacité de lever des fonds, ce qui n'est pas chose facile dans un contexte sécuritaire
économiques difficiles comme la deuxième difficulté, c'est l'accès à la matière première locale de qualité. Donc, comme vous le savez aussi, les locaux ici ont un mode de production familial. Ils ne sont pas dans la production intensive pour la plupart, surtout dans le cas des légumes. Et donc, la matière première, mais en plus de cela, c'est difficile d'établir des contrats d'achat avec ces producteurs-là. Juste un exemple, la semaine dernière, j'ai fait une demande de coût pour avoir le tarif du piment partout en Afrique sur une plateforme. Et j'ai eu de la part de sociétés en Afrique du Sud, à Gauteng et au Ghana, que de sociétés au Mali. Donc, c'est juste pour vous dire que les réseaux ne sont pas assez organisés ici. La troisième difficulté, c'est vraiment faire comprendre aux consommateurs africains que le produit local africain peut être de qualité meilleure que le produit importé. Donc ça nécessite beaucoup d'investissement dans le marketing et dans la communication qu'une petite société ne peut pas se permettre. Donc, en dernier lieu, donc notre business model est très simple. Nous souhaitons valoriser la chaîne de valeur des légumes, des épices et des céréales à travers la transformation des produits agricoles tels que le piment, le gingembre, l'ail, le céleri, le maïs, contribuer au développement de chaînes de valeur donc, en intégrant les petits producteurs dans notre chaîne d'approvisionnement afin notamment d'accroître leurs revenus. Nous utilisons des techniques de transformation telles que la pasteurisation, le séchage, la torréfaction, la caramélisation pour développer des produits de qualité et innovants. Pour cela, nous avons une unité de production à Bamako qui a une capacité de traitement de 30 tonnes de légumes et de céréales par mois. Donc, nous fournissons donc à nos clients des produits sains, nutritifs, faciles à utiliser et dire qu'on vend dans la grande distribution ou en livraison à domicile. Donc, voilà un peu ce que nous faisons. Au niveau de notre équipe, nous avons 21 personnes, dont 8 personnes sont permanentes. Voilà, merci beaucoup. Excellent, Sainabou. Excellent, merci beaucoup, Sainabou. Merci beaucoup pour cette présentation extrêmement inspirante. C'est beau produit, à vrai dire, parce que c'est vrai que ça a l'air très très bon et très très appétissant. Merci. Oui, c'est vrai qu'en Afrique australe et en Ouest, il y a assez de diversité qui est représentée sur les marchés. Si on va dans les magasins, ici, il y a beaucoup de produits européens. Et donc, je crois que c'est excellent ce que vous avez dit et merci, ce que vous faites, c'est formidable. Je suis convaincue qu'il y a des questions qui vous seront adressées. N'hésitez pas, si vous en avez, à les poser dans l'espace de discussion ou dans l'espace de questions et réponses. Nous avons un petit peu de retard, simplement. Je vais passer à l'orateur suivant à nouveau. Merci beaucoup, Sainabou. J'aimerais maintenant donner la parole à notre prochain orateur, qui est Paul Shepard, directeur de Future Farms en Afrique du Sud. Il a beaucoup d'expérience et il investit dans les domaines et dans l'innovation. Il se concentre notamment sur la production urbaine. Paul, si vous pouviez allumer votre caméra et nous montrer la présentation, je vous donne la parole. Merci, Barbara. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Formidable. Alors, je vais maintenant partager mon écran avec vous. Merci. Je vais juste vous parler de l'Afrique du Sud et de ce que nous avons fait dans cet espace d'agriculture urbaine. Est-ce que ça fonctionne? Là, à vrai dire, je ne sais pas si ça fonctionne parce que tout ce que je vois, c'est mon écran. Donc, oui, ça fonctionne. Allez-y, je vous en prie. Formidable. Donc, qui nous sommes? Nous faisons de l'agriculture hydroponique. Nous utilisons l'eau et les différents environnements en Afrique. C'est de créer des produits sans pesticides
et de produire sans fongicides toute l'année avec 95% moins d'eau dans des environnements urbains, donc plus proches des détaillants, plus proches des magasins, etc. Et donc avec une empreinte environnementale moindre. Donc nous avons créé une hydroponique à Johannesburg pour la plupart et dans la région, à vrai dire, ou surtout sur mais également à l'intérieur de bâtiments. Mais également, parfois, eh bien, nous faisons de la production de champignons sur le sol directement, dans des zones plus sombres. Et nous voulons impérativement réduire le transport avec des circuits plus courts pour éviter que la nourriture soit importée de l'extérieur, de l'étranger, etc. Et donc, nous voulons impérativement avoir une production en interne. De dire que on économise 95% d'eau, donc par rapport à l'agriculture traditionnelle. On peut utiliser lampes d'eau, pas besoin de beaucoup d'espace, puisqu'on peut les empiler les uns sur les autres avec de la LED et donc de l'éclairage LED. Et c'est vraiment très facile avec avoir un environnement de contrôle assez rapide. Eh bien, vous aurez une réponse assez rapide de vos produits. Donc, à nouveau, pas de pesticides, pas d'insecticides, pas d'herbicides. C'est neutre en carbone, pas d'engrais qui touchent les feuilles. Donc, c'est vraiment des produits très sains. Là, c'est à quoi ressemblent les fermes sur les toits notamment. Donc ça c'est à Johannesburg, dans le centre. Là, on a une ferme qui est extrêmement élevée. Et dans le cadre de ce programme, on crée des fermes et nous faisons de la formation, nous transmettons les connaissances aux jeunes grâce à nos programmes de formation. Nous avons formé plus de 100 stagiaires au sein de ces fermes grâce à un programme de formation. Et ensuite, eh bien, il y en a qui achètent ce type de ferme et ça les encourage à créer leur et ensuite, eh bien, ils créent d'autres fermes eux-mêmes et ils les dirigent, ces gens qui ont été formés. Ce qui est incroyable, c'est que là, donc on a cette ferme qui est à 200 mètres du centre de vente, donc il n'y a même pas besoin de chambre froide. Ça réduit clairement l'un des éléments de la chaîne de valeur, à savoir la chaîne du froid. Donc voilà le type que nous avons. À nouveau, vous voyez là, on a 200 mètres carrés avec plus de 4000 par an. On développe des systèmes et maintenant on fait des tomates, donc des légumes à haute valeur ajoutée. Donc maintenant, la formation pour l'agriculture en intérieur est en plein essor. Ce sont des systèmes qui sont complètement indépendants de la température, puisqu'on passe on fait la plantation, il y a 28 jours entre la plantation et la récolte en général. À nouveau, ce site-là que vous voyez, juste à côté du site de vente, donc on sort la production, et hop, on la met directement sur le marché. Donc bien entendu, il y a certains, notamment liés à l'éclairage LED, puisque si ça ne fonctionne plus, si on a un problème avec l'éclairage, eh bien les plantes, il n'y a plus de croissance. Donc
Comme je l'ai dit, la plupart des aspects de ce projet visent à mettre les compétences et les connaissances. Nous voulons un système de mentorat et un transfert des connaissances. On a donc 22 fermes et on a qui travaillent à chaque fois et donc eux-mêmes continuent à ensuite former les gens autour d'eux et créer leur propre ferme et de production. Donc voilà, c'était une très petite présentation, très courte, mais je voulais vous donner une vue d'ensemble de ce qui se fait en matière d'agriculture urbaine en Afrique du Sud. Merci beaucoup. Non, c'était très intéressant. On entend souvent dire que la sécurité alimentaire, mais ils disent également qu'on surévalue le potentiel de cette agriculture. Est-ce que vous pourrez répondre à nos questions un peu plus tard? Nous allons encore avoir 2 autres présentations. Je crois que vous pourriez arrêter de partager votre réponse, parce que moi, je vois 2 fois. Donc, une question pour vous dans l'espace de questions et réponses. Il y a déjà des discussions en cours dans l'espace de discussion, malheureusement, comme un peu toujours, mais je ne sais pas combien de temps on aura pour la discussion finale et pour réfléchir à ce que vous avez présenté, que tout le monde puisse poser des questions et que vous puissiez y répondre. Mais je vais donner la parole à notre prochain intervenant, Kobu Singye, Madame Kobu Singye. C'est une femme qui est PDG et cofondatrice de Cathy Farm, une petite entreprise fondée en 2012. Elle a créé une relation solide avec les pisciculteurs locaux en fabriquant des aliments pour poissons, de poissons et produits de poissons nutritifs pour les marchés locaux et d'exportation. Lovin, vous avez la parole. Merci beaucoup, Barbara. Merci, la FAO, de m'avoir invité à prendre la parole aujourd'hui. J'attends que ma diapositive apparaisse à l'écran, si vous êtes... Formidable. Merci, Paul. Donc, diapo suivante, s'il vous plaît. Cathy l'a dit, Barbara l'a dit, Cathy est une petite entreprise de produits de la pêcherie qui a été créée en 2012. Mais avant de l'avoir créée, cette entreprise, je travaillais avec des agriculteurs, peut-être un peu plus. Et grâce à cette expérience que j'ai acquise, grâce à la coopérative d'agriculteurs dans la pisciculture, je me suis rendu compte que c'était très difficile pour les agriculteurs d'avoir accès au marché. Et moi, j'avais une passion. Je travaillais notamment pour la transformation des produits de la pêcherie. Et avec très peu d'argent, j'ai décidé de me lancer dans la recherche et dans le développement de produits. Mais je voulais me pencher particulièrement sur le développement de produits et je suis en mesure, et j'ai été en mesure, de créer des saucisses de poisson. Et c'est vraiment notre produit phare. Et nous avons pour ce produit bénéficié du soutien technique de l'Institut de Rwanda. Et donc, ils nous ont vraiment fourni de beaucoup de connaissances. Sans l'Institut, jamais je n'aurais été en mesure de réussir parce que j'avais des problèmes, notamment liés à l'espace également me manquait. J'avais des difficultés sur les connaissances en matière de transformation et de commercialisation de mes produits. J'avais besoin d'espace de production et donc ils m'ont beaucoup aidé, ils m'ont beaucoup encouragé parce qu'ils aident les entrepreneurs, en particulier
lorsqu'on a l'impression que tout nous manque, on a seulement la passion pour nous faire avancer. Et donc, on a commencé avec 100 kilos de poissons par jour. Et à partir du 3e mois, j'ai pu augmenter ma production à 500 kilos par jour parce que la demande était très encourageante. Et ensuite, le 5 et le 6e mois, vraiment, on a réussi à fournir beaucoup de saucisses de poisson par jour. Et donc, nous sommes en mesure d'employer directement des femmes et des jeunes. Diapo suivante, s'il vous plaît. Cathy Farm. Et la chaîne de valeur de Cathy Farm est très simple et elle se concentre en particulier sur la manière dont nous pouvons offrir plus de poissons à la population sans faire de ségrégation entre les riches et les pauvres. Tout le monde doit avoir accès aux poissons. Donc, c'est vraiment très simple. On a travaillé avec, comme je l'ai dit, l'Institut de recherche technologique d'Ouganda. Ça a commencé à partir de ça. Et à partir de ça, donc, on a eu une formation. Et notre activité a vraiment bénéficié d'expériences de marketing, d'expériences en production. Et donc là, vous voyez que dans notre chaîne de valeur, il y a des décisionnaires parce qu'on ne peut pas faire de commerce s'il n'y a pas les politiques nécessaires. Donc les ministères en Ouganda nous ont beaucoup soutenus. Nous avons également obtenu le soutien de la part d'autres partenaires de développement tels que la FAO, et Smartfish Project. Et nous faisons partie de cette association et maintenant nous avons, grâce à eux, accès au marché parce qu'on a pu faire partie de salons pour réussir à parler de nos méthodes innovantes. Et donc, grâce à cela, eh bien, nous avons eu une couverture dans la presse, une couverture médiatique importante. Et donc, il faut impérativement avoir des méthodes professionnels. Et pour ce faire, on a été guidés, conseillés grâce à des agriculteurs. Les agriculteurs, ce sont eux qui nous fournissent la matière première. Et ça, c'est clé pour nous assurer que nous avions des produits et qui nous avaient parfois des ressources limitées. Il nous fallait des ressources limitées. $800, ça n'était pas assez pour avoir le développement de mes produits. Donc, il me fallait l'assurance que j'avais un marché. Et donc, ils m'ont dit, je vous verrai après. Donc, je post-datais mes chèques. Donc, il s'agissait vraiment d'une relation de confiance. J'avais besoin d'avoir confiance en eux. Nous avions tout. Nous avions le poisson, nous avions la nourriture, nous avions le produit. On les a amenés au marché, on les a vendus au restaurant, au marché et à ceux qui voulaient également les exporter. Les marchés, la rétention au niveau des marchés, vous devez vous assurer que vous avez assez de fournitures, assez de matériel, assez de produits au marché. Et c'est ça qui est difficile avec les entrepreneurs parce que parfois, quand on est entrepreneur, on a les produits et le lendemain, on ne les a pas parce qu'il y a différentes difficultés. Donc, dès qu'on commence, on ne peut pas revenir en arrière. On a un flux de produits qui soit assez constant et pérenne. Et donc, l'emploi est essentiel parce que quand on travaille avec des détaillants, eh bien, on permet aux détaillants d'employer quelqu'un et également prise de distribution d'employer quelqu'un. Donc ça, c'est très bénéfique, c'est un vrai cercle vertueux pour l'emploi. Diapo suivante, s'il vous plaît. C'est la raison pour laquelle Cathy Farm était en mesure de réussir grâce à ses produits innovants. Pour commencer, il n'y avait personne qui fabriquait des saucisses de poisson en Afrique. Donc, c'est un produit très innovant. Et ça, sur quoi tous les entrepreneurs doivent se concentrer. Il faut impérativement un produit innovant lorsque vous commencez vos activités. Il faut faire des recherches, regarder comment vous pouvez pénétrer le marché, parce que
quelque chose qui est facile, il faut que ce soit quelque chose qui sera à même de convaincre vos clients qu'il s'agit d'un produit. Et donc, le développement de ces saucisses de poisson nous a donné un objectif, tout autre concurrent potentiel qui pourrait arriver à émerger à l'avenir. Nous continuons à produire nos saucisses en Afrique parce que la qualité, celle que nous cherchons, nous nous assurerons qu'il y a le niveau de qualité que nous cherchons avec des produits abordables, avec un conditionnement abordable parce que nous savons que ce sont des produits qui sont faciles à cuisiner, rapides à cuisiner et qui peuvent être très attrayants pour différents de personnes. Si on a des familles de 1 ou 2 enfants, eh bien, ils n'ont pas besoin d'acheter 5 kilos. Donc, nous avons besoin de nous assurer que nous avons des produits qui soient adaptés au budget des familles. Par exemple, parfois, eh bien, je sais qu'il y a des gens qui ont besoin juste d'un quart de saucisse en tant qu'entrepreneur. Eh bien, il faut vous assurer que vous mettez sur le marché le produit dont les gens ont besoin. Par ailleurs, on a parfois des problèmes de ressources limitées en matières premières. Quand nous avons commencé, personne ne voulait utiliser de poissons d'élevage. Et donc, ça, c'était difficile pour faire le sourcing de notre ingrédient principal. Par ailleurs, il faut encourager les entrepreneurs. Je l'ai dit un peu plus tôt, UIRI, donc l'Institut de recherche en Ouganda, nous a donné de l'espace pour travailler du mentorat, un système de mentorat également dont nous avons bénéficié. Et à partir de cela, eh bien, nous avons vraiment pu participer à des conférences, à des événements où j'ai pu parler de mon activité et travailler avec... Nous avons été lauréats d'un prix d'innovation également. Ça a été un vrai soutien parce qu'on a reçu de l'argent tout d'abord et puis à partir de ça, nous avons eu plus de visibilité. Nous avons pu acheter du matériel et continuer à faire activité jusqu'à atteindre le niveau auquel nous sommes aujourd'hui. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que nous ayons des systèmes alimentaires plus durables dans les zones urbaines? Alors, dans notre cas, pour ce qui est de Cathy Farms, eh bien, nous nous assurons que nous créons, que nous explorons et que nous fournissons des produits de qualité pour répondre aux besoins des marchés ciblés et que nous faisons un profit. Il faut impérativement vous assurer que vous ciblez le bon marché. Nous savions exactement ce que nous faisions et il faut impérativement que ce soit rentable parce qu'il ne s'agit pas forcément d'une ONG à but non lucratif. Non, il fallait impérativement que ce soit quelque chose de rentable. Par ailleurs, il fallait impérativement faire la promotion des technologies de traitement de poissons durables. Nous utilisons des panneaux solaires, du poisson élevé de manière très technologique. Les machines que nous utilisons, elles sont à la pointe de la technologie. Nous réduisons les maladies, nous réduisons les déchets et nous utilisons peu de ressources donc naturelles. Nous avons une vraie valeur ajoutée de ce produit. Donc ça fait partie de notre marketing et ça, c'est à notre avantage, clairement. Par ailleurs, nous continuons à investir pour que nos produits soient de meilleure qualité et plus accessibles financièrement. Et en ce faisant, je crois que pour les villes ou les systèmes alimentaires urbains, pour qu'ils soient plus durables, eh bien, les gens doivent utiliser notre modèle et le répéter parce que cela n'utilise pas beaucoup de ressources naturelles. Cela améliore la sécurité alimentaire et améliore l'emploi en Afrique. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, nous
travaillons avec des jeunes et des femmes dans notre système alimentaire. Comme vous le voyez, la première photo vous montre que nous nous assurons qu'il y a 60% de nos employés qui soient des femmes ou des jeunes. La deuxième photo, ça c'est moi. Et vous voyez, ce sont des femmes derrière moi qui travaillent à la transformation des produits. Mais également au niveau de la récolte, parce qu'il y a des poissons qui sont récoltés dans les fermes. Il y a des gens qui font également du conditionnement, etc. On ne faisons pas la transformation parce que les femmes, les camions ne sont pas faits pour être conduits par les malheureusement, donc on hommes. Nous employons des femmes. Autant que possible, nous essayons au mieux de nous assurer que nous les éduquons, que nous formons les femmes. J'ai certaines de mes stagiaires qui viennent et sortent de leur propre. Donc ça, je crois que c'est vraiment. Merci. Malheureusement, je vais devoir vous demander de conclure. Nous n'avons plus assez de temps, mais ça va parler d'une expérience extrême. Que il y a eu beaucoup de défis pour trouver la politique, à vous soutenir, à mettre au noir vos particuliers en matière de sécurité alimentaire et certaines institutions sur l'alimentation. Vous avez du mal. C'est très intéressant, ça revient. On a dit, je crois qu'il y avait encore cette diapositive. Allez-y, peut-être que vous pourriez parler de vos produits de manière générale pour qu'on une gamme de produits et puis ensuite on passera à la diapo suivante, à la présentation suivante. Nous avons plus de 17 produits dans notre ligne de production. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà ce que nous fabriquons. Nous avons eu également de nombreuses difficultés auxquelles nous avons été confrontés. Tout d'abord, le fait que Honda n'a pas d'accès à la mer et donc récupérer les matériaux n'est pas facile. Il n'y a pas forcément les infrastructures pour la transformation de la nature. C'est parfois très cher parce que les machines, lorsqu'elles existent, sont très chères et par exemple nécessaires pour investir. Et les banques dans mon pays à l'heure actuelle ne souhaitent pas investir dans des projets qui sont longs et difficiles à expliquer, notamment dans la pêche, parce que les gens se demandent comment et on va pouvoir attirer des consommateurs avec des produits de la mer. Donc, il faut également des nouvelles technologies, e-commerce. Nous avons également besoin de capital. Notamment à l'aune de la COVID-19, nous avons hâte de trouver de nouvelles solutions et être en conformité avec les normes et sur le marché nos nouveaux produits et avec nos avantages et nos arguments marketing. Merci, je crois que c'était la dernière diapositive. Merci infiniment, c'était une présentation absolument excellente. Quelqu'un l'a dit, sur le chat, nous adorerions goûter vos... Ce n'est pas un produit très commun, donc merci d'avoir partagé avec nous votre présentation et vos produits. Malheureusement, nous n'aurons pas de temps pour la questions et réponses, mais n'hésitez pas à regarder les questions qui sont posées dans l'espace de questions et réponses pour y répondre directement si vous le souhaitez. Avant de passer aux questions, nous avons qui est Madame Fanta Guindo, manager qualité à l'Institut d'économie rurale au laboratoire de technologie alimentaire à Bamako. Donc, responsable qualité, je vais demander à Fanta de nous parler rapidement de son travail. Je vous remercie, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Moi, je suis Madame Fanta Guindo et je suis chercheur au laboratoire de technologie alimentaire.
Donc, c'est un laboratoire qui est au niveau de l'Institut d'économie rurale, donc vraiment un centre de recherche au niveau du Mali. Donc, je suis la responsable qualité du laboratoire de technologie. En même temps aussi, dans mes fonctions, je suis chargée de promotion des femmes au niveau d'Amassa Afrique Verte. Amassa Afrique Verte, c'est une ONG malienne et qui fait partie d'Afrique Verte, France internationale, maintenant qui est un peu chargée de la promotion des femmes. Donc, je suis membre du conseil d'administration de cette ONG. Et dans le cadre de mes activités, notamment, c'est un peu les activités d'un chercheur, c'est-à-dire élaborer et puis exécuter. En même temps aussi, c'est un peu l'appui conseil aux entreprises, aux transformateurs de produits agroalimentaires, par rapport à l'assurance qualité et le développement de nouveaux produits. Il y a aussi l'encadrement des PME, entreprises agroalimentaires, notamment les coopératives, les associations, les groupements de femmes, et notamment au process, c'est-à-dire le développement des nouveaux produits et des produits innovants. Et disons, il y a aussi le process, l'utilisation de leur process aussi. Il y a aussi la formation, notamment dans des modules de formation en technique pour la transformation que ce soit les produits céréaliers, que ce soit les produits, les céréales, les légumes, que ce soit les produits d'origine animale tels que le lait, le poisson, ce qui est notion d'hygiène et de qualité. Et en même temps aussi, je fais l'encadrement des étudiants et puis des stagiaires, et qui vient un peu des instituts et puis qui vient aussi des centres techniques de formation. Ils viennent soit ici en stage de perfectionnement, ou bien ils viennent souvent aussi en stage de fin d'études. Il y a aussi l'aspect incubation, notamment certains projets et partenaires nous donnent des jeunes qu'on incube, c'est-à-dire on a un centre d'incubation au niveau de l'Institut, on est chargé de les assister, notamment dans l'innovation de leurs produits, dans le développement de leurs produits, et puis aussi à la production. Donc on les met à leur niveau des équipements et ils peuvent venir faire leur production tout en étant accompagnés et assistés par un chercheur. Et moi, je vais vous parler un peu d'un dispositif qui est assez innovant. Et là, maintenant, je suis chercheur LTA, mais en même temps, je suis mise à la disposition de Amassa Afrique Verte, que j'ai tout à l'heure dit, qui est vraiment malienne, mais qui œuvre beaucoup pour la promotion, disons, des produits agroalimentaires. Donc, il y a un dispositif qui a été financé par l'AFD et puis qui est mis en œuvre par TechDev, qui est une ONG aussi également française, maintenant qui nous sert aussi satellite, ça veut dire d'appui technique. Donc vraiment, c'est un consortium qui est là et qui est mis en œuvre par Amassa Afrique Verte. Et il y a aussi le centre du secteur privé, parce qu'on sait que les entreprises de transformation au niveau du centre du secteur privé, et puis il y a le LTA, donc il y a un institut de recherche qui est là. Donc c'est vraiment un partenariat qui est vraiment là techniquement les entreprises de transformation agroalimentaire. Et donc maintenant, le dispositif, en fait, c'est constitué par des experts. Donc, comme experts nationaux, on nous appelle référents technologiques. Donc, moi, je suis référent technologique au niveau de ce dispositif. Donc, on vient en appui aux entreprises. Donc, l'appui, c'est vraiment entreprises dans leur développement technologique. Donc, je pense que vous avez vu tout à l'heure l'intervention de Maya Marinat, qui est vraiment une adhérente de ce dispositif, qui a été vraiment accompagnée par ce dispositif. Elle est en accompagnement au niveau de ce dispositif. Donc, vraiment, on vient en appui aux entreprises de transformation agroalimentaire. Donc, au Mali, on est en technologie, on nous appelle en France, comme je l'ai dit, il y a technologie et développement TechDev. Il y a maintenant, ça c'est le SATD, donc c'est vraiment des experts français qui sont avec nous. Maintenant, technologique, dont forcément on ne peut pas trouver la réponse au niveau local. Donc maintenant, eux nous viennent en appui par rapport à cela. Donc on est là, on les appelle services d'appui technologique. Et aussi un réseau d'experts africains et français aussi qui sont là. Parce que le Hub UIT, c'est vraiment un dispositif qui existe au niveau du Mali, du Sénégal, du Tchad, puis qui a été implanté actuellement au Burkina. Donc vraiment, il y a aussi l'aspect sous-régional. Et pour qui ce dispositif, ça veut dire le UIT, c'est généralement notre cible, c'est les micros, les petites et moyennes entreprises.
et puis les groupements formels ou non formels qui œuvrent dans la transformation agroalimentaire. Parce que tout à l'heure, il y a celle qui vient d'intervenir en Ouganda, elle dit que souvent ils ont des bonnes idées, mais comment faire que ces bonnes idées soient mises en place? Mais il faut l'appui de la recherche. Donc, dans ce cadre, un promoteur d'entreprise peut avoir des idées, mais comment standardiser leurs produits? Comment développer des produits? Donc, nous, on est là, on les vient en appui, donc on les donne l'information technologique, parce que la recherche est là, on développe des technologies, on a des fiches techniques sur les différents produits de transformation. Donc, on met ça, disons, au niveau des promoteurs d'entreprise, on les accompagne, on les coach, on les explique comment se fait la standardisation, on les forme sur ces différents aspects. Donc, c'est vraiment un dispositif qui est là, qui est destiné entreprises, au groupement et puis aux coopératives de femmes. Actuellement, on est juste à Bamako, dans la capitale, autour d'un rayon de 50 km. Mais il y a une antenne qui vient de démarrer à Sikasso, qui est une région sud du Mali. L'antenne a démarré il y a juste 2 ou 3 mois. Maintenant, elle est en train de faire, disons, de faire ses activités. Mais dans le cadre de la... on est en train de voir comment implémenter le dispositif dans toute région du Mali. Donc, je pense que bientôt, on sera présent dans tout le territoire du Mali. Et comment se fait, disons, cet accompagnement? Cet accompagnement d'abord se fait d'abord par une permanence. Normalement, chaque mercredi, au niveau du centre du secteur privé, on a une permanence qui est là. Donc, un référent technologie. Moi, je suis là-bas chaque mercredi. Un mercredi sur 3, je suis là-bas parce qu'on est 3. Donc, transformation agroalimentaire. Donc, ces entreprises viennent avec des besoins bien spécifiques, viennent avec des questionnements bien spécifiques. Donc, on est là, on les accompagne, on les met à leur disposition l'information technique et technologique dont ils ont besoin. Souvent, ça peut être un process, souvent, ça peut être un besoin d'équipement. On les oriente vers les fournisseurs d'équipements locaux, s'ils en existent, ou bien on les oriente vers des équipements, des fournisseurs d'équipements sous-régionaux, ou bien on peut les mettre souvent aussi en contact avec des fournisseurs d'équipements dans la sous-région ou bien internationalement. Donc vraiment, ce référent technologique, elle est là pour l'entreprise, pour écouter l'entreprise, pour savoir quels sont les problèmes dans l'entreprise. Donc, disons, cette permanence est sans rendez-vous. Donc, on est là-bas de 9h à 16h pour discuter avec les entreprises. Donc, en même temps aussi, il y a un secrétariat qui est là aussi qui peut former le dispositif. Mettre aussi en relation une entreprise avec un client, avec le référent. Maintenant, quelques services du hub, il y a la comparaison de technologies et de conseils pour le choix d'équipements. Tout à l'heure, on vient de une entreprise pour acquérir une sonneuse d'infusette au Burkina Faso. L'information sur les procédés, les équipements de production, d'emballage, les traitements des déchets, la valorisation des sous. Il explique international parce que la problématique des entreprises au Mali, c'est que généralement, les promoteurs d'entreprises, très peu sont instruits. Donc, souvent, elles sont confrontées, elles ne savent pas utiliser, elles ne savent pas comment sont ces normes, comment utiliser ces normes. Donc, on les donne cette information technologique, on les explique comment sont ces normes, comment elles doivent former, la marche en avant, comment ça doit se faire le conditionnement des produits, quelles sont les normes par rapport à tel ou tel produit. Vous voyez un peu? Il y a aussi l'orientation vers des formations appropriées d'entreprise, parce qu'on fait des visites d'entreprise, on va sur site. Maintenant, si on voit que l'entreprise ou le chef de production ou bien le personnel de l'entreprise a des besoins spécifiques en formation, soit c'est vers l'institut de formation qui est le LTA, soit c'est vers d'autres partenaires qui font ces formations adéquates pour l'entreprise. Il y a aussi la mise à point de... Actuellement, au niveau du Mali, au niveau de Bamako, il y a des boutiques de transformation uniquement pour vendre les produits transformés. Si l'entreprise a un problème de commercialisation, on les met en relation avec ces points de vente, notamment pour la commercialisation de ces produits. Il y a aussi l'accès au financement. Le TechDev UIT ne fait pas de financement direct, mais on peut orienter les entreprises vers les projets qui financent ou bien vers des structures qui financent. Actuellement, il y a le FACEJ qui finance des jeunes entrepreneurs. Donc, généralement, si on voit un jeune entrepreneur qui vient, qui demande nos services, on peut les orienter vers ces structures de financement. Maintenant, l'adhésion au dispositif,
Et c'est vraiment une forme d'adhésion qui est annuelle. Maintenant, pourquoi? Parce qu'il y a un groupe d'entrepreneurs qui est là, qui est compétitif. Il y a aussi un accompagnement individualisé à long terme. Il y a aussi, on a accès à une base de données technologiques parce qu'on a une plateforme. Sur cette plateforme, on a des articles régionaux sur régional, national. Donc maintenant, on peut mettre ces informations techniques et technologiques à la disposition de l'entreprise. Il y a aussi le fonds revolving. Donc vraiment, c'est un fonds qui est là, qui peut aussi assister l'entreprise, soit à acquérir un séchoir, soit à acquérir peut-être des emballages. Donc vraiment, c'est des petits fonds qui ne sont pas très, très énormes et accompagner l'entreprise. Il y a aussi une journée des adhérents qui est très, très importante. Parce qu'au cours de cette journée, il y a toutes les entreprises qui sont adhérentes au dispositif qui se réunissent. Donc, on discute sur des thématiques, des formes. Il y a une relation qui se pose entre les différents acteurs, entre les différentes entreprises. Donc, quelqu'un peut avoir un besoin bien spécifique, l'autre d'assister dans cela. Donc, vraiment, c'est un échange qui est là entre les différentes entreprises. Maintenant, il y a aussi l'accompagnement sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Donc, il y a aussi la participation normalement au prix responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Donc, c'est vraiment, ça, c'est expliquer aux entreprises la notion de responsabilité sociale et environnementale. Parce que nos entreprises, disons, font beaucoup de déchets qui sont là, impactent beaucoup sur l'environnement. Donc là, on les explique, on les forme notamment sur leurs responsabilités. Notamment disons, les gens qui sont au sein, le personnel. Les entreprises utilisent des équipements. Ces équipements peuvent être nocifs, et notamment aux employés, notamment par rapport au bruit, par rapport disons, à l'utilisation de ces équipements. Donc, on est là, on forme la promotrice, on forme le personnel, notamment à l'utilisation de ces équipements, comment impacter positivement sur l'environnement dans leurs activités. Pour bénéficier d'un suivi approfondi par les référents sur site, là maintenant, on va en entreprise, comme je l'ai tantôt dit, nous on fait des visites d'entreprise. Normalement, moi par mois, je fais 7 visites d'entreprise. Donc, je vais en entreprise, je vais accompagner le promoteur, soit de production, souvent pour l'organisation d'ateliers, c'est-à-dire le respect de la marche en avant, le poste de travail, le stock du produit. On fait aussi l'intermédiaire entre les fournisseurs, comme il est tantôt dit. Il y a des fournisseurs locaux qui sont là, il y a des équipementiers qui sont là, qui font la conception d'équipements. Comme nous, on est de la recherche, on oriente l'entreprise vers l'équipement. On fait aussi le test de développement de nouveaux produits. Parce que généralement, les entreprises, mais par rapport à l'aspect technique, technologique, c'est vraiment un technologue qui peut vraiment les assister dans ce cas, qui peut vraiment les dire quels sont les critères de qualité. En développant le produit. Donc, on accompagne l'entreprise dans le développement du produit. On peut aussi assister l'entreprise dans la mise en route d'un équipement. S'il y a un équipement qui est là, qui n'est pas fonctionnel, on accompagne l'entreprise pour mettre en route cet équipement, soit par l'assistance, nous-mêmes on peut le faire, ou on peut l'orienter vers un fournisseur qui est plus habile que nous pour mettre en route cet équipement. Il y a aussi l'accompagnement dans l'entreprise, dans les projets d'équipement, dans le projet d'aménagement d'unité, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui commencent d'abord, Maya l'a tout à l'heure dit, qui commencent d'abord à la maison, qui commencent dans leur cuisine. Maintenant, quand ils ont des financements et qu'ils vont dans les entreprises, on peut les accompagner sur site. Comment doit se faire l'entreprise, disons, l'environnement de l'entreprise, quels sont les équipements, quel est le personnel, quels sont les produits, quels sont les critères de qualité des produits. Donc, l'accompagnement, c'est vraiment de proximité pour le besoin de l'entreprise. C'est vraiment une écoute qui est là, hein, en tant que technologue, en tant que, disons, mentor. Donc, c'est vraiment ce type d'accompagnement qui est là, qui est le dispositif du EPUT. Donc, ça, c'est grosso modo. Thank you very much, Fanta. Thank you very much. Yeah, unfortunately, we have completely run out of time. Merci beaucoup. Malheureusement, nous n'avons absolument plus de temps disponible. Je crois qu'il est
vous donner la parole quand même. Nous avons essayé de donner l'opportunité à tout le monde de présenter. J'espère que vous avez eu le temps de dire à peu près tout ce que vous aviez à dire. C'était extrêmement enrichissant, c'était une vraie source d'inspiration. C'était très intéressant. On a entendu parler des instruments de politique pour financer les systèmes alimentaires urbains et périurbains. Nous avons entendu les expériences de différents entrepreneurs, ce qui se fait sur le terrain. Avec Fanta, vous avez bien conclu cette série de webinaires parce que vous avez vraiment parlé d'une institution qui peut soutenir les entrepreneurs. Je suis vraiment désolée. Je m'excuse, malheureusement, nous n'avons pas le temps pour les discussions. Nous avons probablement mal géré notre temps. J'en suis désolée. Je prends la parole à Paul. Merci infiniment à toutes et à tous à nouveau. Merci à tous les intervenants. Vous avez été formidables. C'était très, très intéressant, très enrichissant. Merci de vos présentations et à nouveau, merci d'avoir partagé avec nous vos expériences. Paul, vous avez la parole. Merci beaucoup, Barbara, de nous avoir guidés dans ce voyage. Malheureusement, nous n'avons pas eu de temps pour la discussion. Vous avez vraiment parlé d'aspects techniques très intéressants. Je demande à tous les membres du panel de donner vos coordonnées dans l'espace de discussion si cela vous convient. N'hésitez pas à continuer cette discussion à l'avenir. Pour conclure, je n'ai plus qu'une minute et demie. Les Cape Town Food Dialogues ont cours cette semaine. Des discussions, des vidéos en ligne très intéressantes et très enrichissantes. Et ensuite, vous pourrez les commenter. Ce sera résumé par les membres du panel au début du mois d'août. Donc, c'est vraiment un processus assez innovant pour inclure les commentaires des participants. Diapositive suivante, s'il vous plaît, Ryan. Formidable, merci. Donc, c'est notre avant-dernier webinaire. Le dernier webinaire se tiendra vendredi et nous allons parler donc de l'African City Food Month et de l'avenir de nos systèmes alimentaires, ce que cela implique. Nous avons des orateurs incroyables de Niamey au Niger, Accra, le maire de l'Accra sera avec nous. Nous avons également des collègues de la FAO qui seront avec nous et la directrice régionale de ECLE qui va parler de l'avenir de nos systèmes alimentaires. Nous avons également des collègues chercheurs qui vont prendre la parole et juste après ce webinaire, il y aura un autre webinaire mondial sur l'analyse de l'enquête sur la FAO sur les systèmes alimentaires urbains en réponse à la COVID-19 à 14h, je crois. Normalement, le lien aura été partagé avec vous dans l'espace de discussion par Barbara. Je vous remercie. Diapo suivante. Enfin, ce webinaire fait également parler de Rise Africa, donc le programme phare de ECLE. Et le prochain webinaire se tiendra le 4 août sur les ODD et la localisation des ODD avec des leçons tirées de l'Afrique du Sud. Le premier webinaire se tiendra donc, comme je vous l'ai dit, le 4 août, mais également il y en aura un autre le 1er septembre. Merci à nouveau encore à toutes et à tous. C'était incroyable d'avoir tous ces participants avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère vous revoir très rapidement, notamment vendredi. Merci, portez-vous bien et à très bientôt.